Bienvenue dans le podcast Histoire d'artisans. Je suis Lisa Millet, présidente de l'association. Nous avons à cœur de valoriser l'innovation et le savoir-faire des artisans d'art. Je suis fière d'annoncer notre collaboration avec la Fondation Bettencourt-Schuller pour une série spéciale, Des ailes au talent, qui met en lumière des lauréats du prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. Chaque semaine, jusqu'à fin octobre, découvrez des histoires inspirantes d'artisans d'exception. Retrouvez plus d'infos en description. Belle écoute! Des ailes au talent. Je vous propose de faire connaissance avec des artistes qui maîtrisent les techniques et savoir-faire des métiers d'art. Des ailes au talent, c'est une série de portraits de femmes et d'hommes dont le talent et le parcours méritent d'être racontés. Des portraits littéraires. Nous avons choisi de donner la parole à des écrivaines et à des écrivains. Chaque épisode de ce podcast est donc le fruit d'une rencontre entre un artisan d'art et une plume. L'autrice que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Catherine Cusset. Elle tire le portrait de la céramiste Christine McCurdy. Vous écoutez la 3e saison des ailes au talent. Soyez les bienvenus. Sa matière, c'est la terre. Mais la terre, c'est aussi la puissance féminine primordiale, Gaïa, la déesse mère, née juste après le chaos et en même temps que l'amour, déesse chtonienne qui a donné naissance au ciel, à la mer et aux montagnes. Il y a quelque chose de puissamment féminin dans le travail de Christine McCurdy, dans ses demi-sphères, à l'extérieur rugueux, griffé, strié et à l'intérieur blanc, brillant et lisse, qu'on a envie de caresser, surtout pour toucher la tache rouge vive qui se trouve en leur cœur. Christine vient me chercher à la gare de Bois-le-Roi, à une demi-heure de Paris. Nous entrons bientôt dans la petite maison où elle s'est installée il y a 25 ans, avec son mari et ses 2 fils, meublée de fauteuils années 50, colorés et design, et d'objets de brocante. Juste à côté, un vaste atelier rempli de ces sculptures en céramique donne sur un jardin très vert, une vraie image d'Épinal de l'artiste. Mais le trajet qui l'a menée à ce rêve n'est pas simple. Elle m'intrigue, cette Américaine qui a vécu presque toute sa vie en France sans perdre son accent américain, comme j'ai vécu moi-même 35 ans aux États-Unis sans perdre mon accent français. Christine McCurdy a beaucoup bougé, enfant, car son père travaillait dans le business international. Elle suit son premier cours de céramique à 15 ans en France, au lycée américain de Saint-Cloud. Je restais après l'école. J'ai acheté un tour à la maison que j'ai mis à la cave. Enfin, j'étais juste passionnée par ça. Lui plaît le côté charnel, sensuel de la céramique. Elle n'imagine pas pour autant en faire un métier. À 17 ans, elle part étudier l'histoire de l'art à l'Université de Californie à Santa Cruz. Elle y devient la française alors qu'elle était l'américaine en France. Elle y perd son identité. Elle s'inscrit à un atelier de céramique avec un professeur qui fut le disciple de Marguerite Wildenhain, la céramiste du Bauhaus, dont le fondateur, Walter Gropius, a voulu effacer la barrière qui séparait les artistes des artisans. En fait, mon prof était la première génération de disciples de Marguerite Wildenhain. Elle était céramiste au Bauhaus et elle a émigré aux États-Unis. Elle a fondé une poterie s'appelait Pond Farm. Et donc, il avait une technique assez rigoureuse qui venait d'elle et c'est ça qu'il a voulu m'apprendre. Après quelques années d'errance entre les États-Unis et la France où elle retourne étudier l'archéologie, c'est à New York, où elle rejoint son petit ami à 23 ans, que se produit la révélation qui va changer sa vie. Alors qu'elle passe ses journées à la bibliothèque pour ses recherches sur l'état de l'archéologie du monde moderne aux États-Unis et se rend le soir à un cours de céramique à la Parsons School of Design, elle s'aperçoit qu'en journée, elle ne cesse de regarder sa montre, tandis que le soir, elle ne voit pas le temps passer. Il y a un truc qui ne va pas dans ma vie et j'ai compris en fait que j'étais sur le mauvais chemin. La passion peut-elle devenir un métier ?
Il y a quelque chose d'addictif dans la passion. Elle s'impose. Je comprends Christine, moi qui ai écrit un roman alors que j'étais prof d'université depuis 3 ans et qui ai su que je ne pourrais plus rien faire d'autre. Mais il faut gagner sa vie. Christine se retrouve à Paris titulaire d'une maîtrise, quittée par son petit ami, perdue. À une époque où les ateliers de céramique sont rares à Paris, elle réussit à intégrer l'atelier d'une Américaine élevée au Japon. Elle travaille comme serveuse et traductrice, vend ses pièces à des foires de rue. Elle satisfait enfin ce besoin de créer sans lequel la vie lui apparaît comme un vaste ennui. Elle travaille avec la seule matière qui lui convient, pas le tissu, pas le bois, mais la terre, qui lui a permis de trouver son équilibre et de supporter son questionnement incessant sur le sens de tout. J'ai besoin d'avoir cette expression intuitive. La terre, elle est très intuitive. Mais cela ne lui suffit pas. Je me suis dit, there must be more to life than this. Elle repart. Au Banff Center for the Arts, au Canada, un Eldorado pour artistes, où elle était acceptée avec une bourse, elle vit un chamboulement majeur. Jusque-là, elle produisait une céramique utilitaire de belle qualité dans la ligne de Bernard Leach et de la philosophie japonaise qui fait de la céramique un art humble. Dans ce lieu interdisciplinaire, où elle assiste chaque semaine aux présentations que les artistes font de leur travail, elle comprend que la céramique utilitaire est dépassée depuis 20 ans. À la bibliothèque, elle découvre les arts premiers, mais surtout, elle s'avise qu'elle doit se faire confiance et se lancer. Et je me suis rendu compte que, en fait, il n'y avait que moi qui pouvais décider. Parce que chacun avait sa vision par rapport à leur vision. Et donc, je me suis donné la confiance d'expérimenter. C'est là qu'a lieu son geste créateur fondateur. Un jour, elle coupe en deux une forme qu'elle a faite. Transgression radicale. Elle vient d'oser. D'un geste, elle a quitté le joug de l'humble répétition. Elle sort de la série, elle entre dans la création. Cet acte libérateur devient, à l'instant où elle l'accomplit, une évidence. La forme divisée ne sert plus à rien, mais exprime une idée, celle de la séparation entre les êtres, de la solitude, du face-à-face avec soi-même, de notre propre fracture intérieure. À Los Angeles, où Christine a suivi son mari, un metteur en scène islandais, elle s'inscrit à un MFA de céramique sous la direction d'Adrian Sachs pour avoir accès à un atelier. Elle commence son travail sculptural. Elle expérimente avec les matières, les cuissons, les émaux, les styles. D'artisan, elle devient artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise sa maîtrise d'une technique pour l'expression consciente d'une œuvre personnelle. Dans mon travail, il y a une idée conceptuelle derrière la plupart des pièces. Il y a une volonté d'exprimer des idées. Et je m'intéresse tout particulièrement à ce qui relie les êtres et ce qui les sépare. Comment ils peuvent vivre proches, mais être très loin, ou se ressembler sans se ressembler du tout. De retour en France, après quelques années en Islande, elle emprunte de l'argent pour acquérir le bail d'un atelier d'artiste dans le 11e. Elle vient d'acheter sa liberté. Elle met une annonce dans un journal américain et commence à donner des cours dans son atelier et à la Parsons School. Elle gagnera sa vie ainsi pendant 20 ans. Longtemps, Christine McCurdy a littéralement tourné autour du pot. Elle était attirée par l'imagerie humaine peinte sur les céramiques italiennes ou précolombiennes. Dans toutes les cultures primitives qu'elle avait étudiées, africaines, cycladiques, chinoises, iraniennes, le pot en forme de femme, de déesse mère, était un rite millénaire qui faisait le lien entre la vie et la mort. Le vocabulaire même du pot de céramique est celui du corps de la femme. On parle de pieds, de panse, de lèvres, d'épaules, de col. Se rappelant les leçons de l'archéologue sémiologue avec qui elle avait étudié à la Sorbonne, Philippe Bruneau, Christine a fini par comprendre qu'elle n'avait pas besoin de peindre de portraits, mais devait laisser le pot imposer sa forme, devenir le personnage.
Enceinte, elle a fabriqué de gros pots. Ensuite, elle les a affinés. Ses premières œuvres n'avaient rien d'utilitaire, mais ressemblaient à des vases. Soupçon de vase, lui a-t-on dit, quand elle a postulé à la Maison des artistes en 1993. Ce n'était donc pas de l'art. Elle en a été mortifiée. Elle a commencé par des pièces anthropomorphes en grès, puis elle a développé des formes végétales inspirées de la nature, des graines et des fruits. L'idée du corps humain est restée, le contraste entre la carapace extérieure et l'intérieur vulnérable. Dans une pièce comme Ouais. celle-ci, Mhm. comme d'autres, ce sont des formes coupées en deux. Et quand j'ai deux pièces face à face, c'est souvent des pièces métaphores pour des êtres humains, des corps ou des personnages. Donc l'identité et le manque d'identité, enfin toutes ces choses sont des choses qui me préoccupent beaucoup. En utilisant la faïence à partir de 1998, elle a pu développer des formes qui n'étaient plus verticales mais partaient dans l'espace de façon asymétrique. Sa forme s'est libérée. En même temps, elle s'est mise à construire ses objets au colombin. Au colombin, je ne connais pas ce vocabulaire. Elle m'explique qu'elle a quitté le tour, qui la forçait à tourner dans un axe symétrique. Elle s'est mise à façonner ses formes à la main, boudin après boudin, afin de chercher la ligne juste. C'est une histoire de vibrations et de millimètres. Ça ne s'explique pas. Une question d'un millimètre où ça vibre et un autre millimètre plus loin, ça ne vibre plus. Et moi, je cherche la ligne de ligne en ligne. Et cette énergie, justement, qui fait vibrer une pièce. Je l'entends. C'est exactement le même travail que l'écriture, où l'on cherche le mot juste, où un simple adjectif peut détruire une phrase. Le rouge et le rose vif, symboles de l'intime et du danger, sont ses couleurs de prédilection. Les formes, toupie et bombe, boule de bowling, mortier et pilon, grenade, haltère, représentent à la fois des corps féminins, des armes, des jeux d'enfants, des symboles de pouvoir. C'est son identité divisée, sa propre déchirure, mais aussi celle de notre monde en guerre, qui est au cœur de son travail, dans ses formes chtoniennes et ludiques qui mêlent la menace, l'interdit et le désir. Le succès lui est tombé dessus passé la quarantaine. Pierre Staudenmayer, le ponte du design des années 80, l'avait lancé en lui offrant son premier catalogue et en vendant ses œuvres à une clientèle de collectionneurs. En 2009, elle reçoit le prix de l'intelligence de la main de la Fondation Bettencourt-Schuller. L'année précédente, la Manufacture de Sèvres lui a offert une résidence de 4 ans, puis une rétrospective de 20 ans de travail au Musée national de Sèvres. La galerie Jousse Entreprise la représente en France, la galerie Pierre-Marie Giraud en Belgique. Un rêve d'enfance se réalise. Ce succès est une chance extraordinaire dont elle a conscience. Mais pour Christine, humble et modeste, le vrai succès, c'est d'avoir pu faire de la céramique un métier et d'en vivre. C'est de poursuivre sa quête d'une forme qui ait du sens pour elle, qui exprime sa sensation du monde et dont elle est la seule à pouvoir décider. Elle a cessé d'enseigner, mais n'imagine pas d'arrêter de créer, car seul l'intéresse le processus infini du travail avec son cortège de tâtonnements, d'incertitudes et ses rares, lumineuses évidences. Christine McCurdy, fière d'être un artisan et de perpétuer une technique millénaire, est une artiste. C'était le portrait de la céramiste Christine McCurdy, un texte écrit et lu par Catherine Cusset. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Bettencourt-Schuller, réalisé par le studio Radio France en collaboration avec les éditions Gallimard.